une bonne nouvelle, je le disais, simplement on va essayer de décoder, de comprendre et peut-être d'avoir des informations. Je ne sais pas si vous avez des informations qui expliquent comment Boualem Sansal passe par l'Allemagne pour revenir en Europe. Gauthier Lebret. Ça fait plusieurs mois que Emmanuel Macron essaye de trouver un pays tiers pour jouer les intermédiaires entre la France et l'Algérie. Il a essayé avec l'Italie de Giorgia Meloni qui, il y a quelques mois, recevait en grande pompe Monsieur Tebboune, le président algérien, à Rome. Ça n'a pas fonctionner. Donc là, visiblement, c'est plus que visiblement d'ailleurs, on est passé par l'Allemagne. D'ailleurs, le collectif Boualem Sansal était, certains lui conseillaient de trouver justement le pays tiers, que ça soit le président allemand, certains parlaient du président Trump qui pourrait faire sortir Boualem Sansal. Ça a été le président allemand pour jouer les intermédiaires entre la France et l'Algérie. Alors après, est-ce qu'il y a eu des discussions secrètes entre la France et l'Algérie malgré le rôle qu'a joué l'Allemagne en disant, écoutez, on se met d'accord avec un pays tiers comme ça, nous, les Algériens, on a l'impression de ne pas céder à la France, mais de céder à un pays avec lequel on n'a pas la même histoire. C'est possible. On ne connaît pas toutes les coulisses, évidemment, de ces dernières semaines. Est-ce que ça s'est fait j'allais dire, d'un commun accord entre la France et l'Algérie, passer par l'Allemagne. Je vois les premières réactions. Il y a d'abord, effectivement, la satisfaction, et plus que ça d'ailleurs, le bonheur de voir Boualem Sansal quitter l'Algérie. Et puis certains soulignent que la France n'en sort pas grandie. C'est une lecture possible, mais on peut aussi considérer que la France a fait preuve d'intelligence, elle a compris qu'il n'y aurait pas possibilité de discuter avec l'Algérie, et qu'elle est allée chercher un autre interlocuteur pour le faire sortir, parce que le plus important, c'était qu'il soit libre. Donc il y a et pensez à Christophe Glaise qui est toujours otage. Lui. Il y a de multiples lectures possibles. Gérard Carrérou. Oui, écoutez, moi j'ai pas tous les renseignements de l'enquête dont vient nous parler mon voisin. Gauthier. Non mais je cherchais son prénom. Gauthier. Gauthier. Bon, si j'ai donc simplement une impression. J'ai vraiment l'impression que la France n'a pas joué le rôle moteur. Parce que si on prend votre dernière thèse, là, on peut penser quelque part que la diplomatie française... Non mais l'Algérie nous déteste. Oui, non, donc mais c'est clair. La France en a pris acte. Tu ne peux rien négocier avec elle. Et comme tu ne veux pas faire le bras de fer... tu te tournes vers l'Allemagne. Mais moi, je regarde le résultat et je me dis que pendant un an, un homme a été dans une prison épouvantable, un homme de 80 ans passés, malade, et que la France n'a pas réussi à le sortir. Je me dis que d'autres auraient probablement mieux fait, et je me dis que tant mieux que l'Allemagne, et c'est vrai, Gauthier me disait, avant l'émission, il y a une sorte de paradoxe, qu'au lendemain du 11 novembre, on soit quelque part amené à dire « bravo l'Allemagne ». Bravo le chancelier d'Allemagne. C'est quand même paradoxal. Oui, c'était dur. C'était une réflexion un peu, voilà. C'était une réflexion que je partage. Oui. C'est quand même un paradoxe. Je le saurai à l'avenir. C'est l'inclinaison. C'est le côté pro-allemand. Non, j'ai dit justement, c'est un paradoxe libéré par les Allemands le lendemain du 11 novembre. Non, mais j'entends. Bon, on fait un tour de table. Michel Onfray, votre lecture, justement, elle nous intéresse. C'est la guerre d'Algérie qui continue. Absolument. Je pense que c'est une grande humiliation de la France, c'est fait pour. C'est vraiment fait pour. Donc c'est un otage. Je rappelle quand même que Boualem Sansal, jusqu'à tout de suite, moi j'attends sa vraie libération avec des vraies images, etc. Mais il a été pris en otage. Et la France dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et l'Algérie dit, rien. On a décidé de vous détester depuis 1962, et puis ça va continuer. Mais que Gérard dit, Carrérou dit à juste titre, ça aurait été un autre gouvernement, peut-être les choses auraient été différentes, par définition. Mais que faut-il faire? Faut aller au bras de fer? Il faudra d'abord un jour réécrire l'histoire, c'est-à-dire écrire vraiment l'histoire de la guerre d'Algérie, faire savoir que c'est fini, que ça ne continue pas. Moi, quand j'ai fait un livre sur Albert Camus, je suis allé en Algérie, j'ai pu voir à quoi ressemblait le pouvoir, j'avais été reçu comme un simili officiel, j'ai regardé à quoi ressemblait la télévision, mais la guerre d'Algérie n'est pas arrêtée. D'abord, les gens ont des vêtements comme s'ils étaient habillés en 1962. Enfin, les gens qui sont à la télévision d'État, ça vient de nous expliquer que la guerre est toujours là, que c'est toujours la faute de la France partout, en permanence, etc. C'est ce qu'on appelle la rente victimaire. Oui, je rappelle que M. Tebboune, qui est président de mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai l'impression que dans les années 70, c'était moins puissant que ça l'est aujourd'hui. C'est ça le paradoxe. Plus on s'éloigne de la guerre d'Algérie, et plus elle est vive.
Non, mais après, il faut remettre ça dans un contexte international. Je pense que quand l'ayatollah Khomeini a rendu possible un islam politique sur la planète, ça a réveillé ce pays-là qui s'est servi de l'islam comme il s'en est servi d'ailleurs à l'époque où il était capable de jouer sur la carte de l'islam, sur la carte des pays de l'Est et de l'Union soviétique. La libération de 62, elle s'est faite de cette manière-là. Donc il faut arrêter de permettre à Monsieur Stora d'avoir le monopole de l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie depuis des années. Toutes les thèses, tous les travaux, toutes les publications, tout ce qui se publie, tout ce qui s'écrit dans Le Monde, dans Libération, dans l'Obs, etc., ça passe par le prisme de ce monsieur. C'est une lecture idéologique de l'histoire, mais il y en a d'autres qui ne sont pas... Justement, je vous interrogerai tout à l'heure parce que vous avez parlé des pays de l'Est présents en 1962, si je comprends bien, et ça mérite effectivement de vous entendre. Mais Sabrina Medjaber, parce que Sabrina, vous êtes arrivée dans la rédaction tout à l'heure et vous étiez particulièrement émue, disons-le. Oui, bien sûr. J'ai pleuré de joie et là, j'essaie même encore de me contenir, voyez-vous, cher Pascal. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle pour les Français humanistes, et je ne dis pas pour la France ou pour l'entière France, parce qu'il y a aussi un parti à l'extrême gauche qui l'a voué aux gémonies pendant des semaines et des semaines, qui a refusé notamment de signer une résolution, proposition de résolution, voter. Et voilà exactement, voter, initiée par Constance Le Grip. Donc c'est une victoire des humanistes, c'est une victoire des Allemands, mais ça n'est pas une victoire de la France, je suis désolée. Et effectivement, Michel Onfray a raison, cette guerre continue, cette rente victimaire est en permanence alimentée pour maintenir un système, je dis bien maintenir un système, parce que les desiderata des autorités algériennes n'en ont absolument rien à faire du peuple. Quand il y a eu le Hirak, ils n'ont pas bougé d'un iota. C'était 13 millions d'Algériens qui manifestaient contre la corruption de ce système. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Donc c'est bien un système qui se sert d'une rente mémorielle pour galvaniser les foules et ainsi assurer d'un vote. C'est tout. Et en France, nous n'avons pas du tout été à la hauteur. Je suis désolée. Non, il est où en ce moment, Boualem Sansal? Il est dans l'avion? Ah là, il doit atterrir aux alentours de 18h30 en Allemagne. Donc, et qui sera là pour l'accueillir en Allemagne? Est-ce qu'il y aura un représentant français? A priori non. A priori non. Là, vous me posez une colle. Il doit aller directement à l'hôpital suivre des soins, et les soins sont pris en charge par l'Allemagne, comme le transfert de Alger à Berlin. Bon, il y aura peut-être une présence française, un ambassadeur là-bas, ou quelqu'un qui pourrait quand même, me semble-t-il, ou même le ministre de la Culture, peut-être que Madame Dati. J'imagine qu'il y a des tractations pour mettre en scène cette arrivée de Boualem Sansal pour qu'une présence française soit au pied de l'appareil. Et c'est pourquoi je parle de Madame Dati, mais ça peut être peut-être un représentant du gouvernement français, parce que si personne du gouvernement français n'est là, ça pourrait être le ministre des Affaires étrangères, on peut s'en étonner. Je soumets cela à votre sagacité. Là, à l'heure où on se parle, c'est l'Allemagne qui a la main, puisque c'est l'Allemagne qui fait le transfert, c'est l'Allemagne qui va lui apporter les premiers soins une fois qu'il sera revenu sur le sol européen. C'est dans un hôpital allemand qui va être hospitalisé. Là, à l'heure où on se parle, tout se joue à Berlin, entre Berlin et Alger. Et excusez-moi, mais il y a un côté spectateur de la France. Absolument, désolant. C'est désolant. Ça va être une image forte, forcément. Ouais, mais dans quel état Boualem Sansal va arriver? Est-ce qu'il est en capacité de marcher, étant donné quand même qu'aujourd'hui il est très atteint par ce cancer de la prostate, qu'il n'a pas été soigné correctement durant des mois? Est-ce qu'il va arriver dans une chaise roulante? Est-ce qu'il arrive sur un brancard? Tout ça, on ne sait pas à l'heure qu'il est. Et je pense que l'image de cette arrivée va être absolument forte, voire violente même, peut-être. On n'oublie pas le journaliste Christophe Glaise, condamné fin juin à 7 ans de prison en Algérie. Il est dans l'attente de son procès en appel, qui a lieu le 3 décembre. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen. Cette libération, je veux le croire en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'est pas le temps, je crois, peut-être d'analyser ou de polémiquer sur ce sujet. Il est temps juste aujourd'hui de se réjouir. Ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne s'est investie. C'est pas le seul pays d'ailleurs qui a tenté d'obtenir la libération de Boualem Sansal, mais ils l'ont obtenu. C'est évidemment une très bonne chose et on ne peut aujourd'hui que les remercier de cela, bien sûr. C'est intéressant la déclaration de Marine Le Pen, Sabrina Medjaber, parce que il n'y a pas de volonté, en tout cas à 16h18 aujourd'hui, de polémiquer et de souligner l'absence de résultats du gouvernement français. Oui, elle a raison, évidemment, de ne pas vouloir polémiquer. C'est une très belle journée. Toutes les personnes, notamment membres dans le micro, Sabrina, pardonnez-moi.
Excusez-moi. Désolée Pascal, ne me regardez pas avec des gros yeux. Je disais donc qu'elle a Ne la grondez pas. Vous savez que la dernière personne qui m'a dit ça, ne me regarde pas avec des gros yeux, je pense que ça devait être ma fille, je pense. Oula. Non, peu importe. Allez-y, non, ne vous regarde pas avec elle a des gros raison. yeux. C'est Marine Le Pen a raison. Non, ce n'est pas le jour des polémiques, mais comprenez aussi que l'otage qui a été Boualem Sansal a suscité énormément de colère, et notamment de la part qui l'ont défendu contre l'extrême gauche, que c'est presque un tropisme aujourd'hui de revenir sur les mots qui ont été prononcés par notamment Madame Rousseau, qui l'avait qualifié de suprémaciste blanc faisant le jeu de l'extrême droite. Il y a des mots qui ont été dits qui ne peuvent pas être oubliés par les défenseurs de Boualem Sansal. Donc je comprends la position de Madame Le Pen, mais je comprends également ceux qui accusent, ceux qui ont voué encore une fois aux hégémonies Monsieur Boualem Sansal. Et le service public. J'ai hâte de voir la soirée ce week-end sur France 5, j'imagine, consacrée à la libération de Boualem Sansal, eux qui ont fait son procès pendant 2 heures, donnant quasiment tous les arguments au régime algérien pour le mettre au trou. Exactement. Pour les 10 ou 20 prochaines années. Mais au-delà du service public, Michel Onfray, le monde culturel, le monde intellectuel en France, on a parlé de l'Académie française, qui n'aurait pu le recevoir. On a parlé de grandes interventions qui ont été assez rares dans ce monde culturel, intellectuel. Comment vous jugez ce qui s'est passé depuis un an ? Non, je pense qu'il y a eu quand même un comité de soutien, il a été actif, on a beaucoup entendu, alors ça dépendait des chaînes, évidemment. Si vous parlez d'Europe 1 ou de CNews, il a été constamment soutenu et heureusement soutenu. Mais si vous parlez effectivement d'un tas de journaux qui sont dans une grande logique islamo-gauchiste, effectivement, ça leur posait problème. Oui, mais au-delà de ça, au-delà de chaînes justement qui ont leur ligne éditoriale islamo-gauchiste, je parlais de l'Académie française, je parlais de certaines voix, grandes voix françaises. L'Académie française, par exemple, n'a pas dit un mot. Il a une ligne politique, l'Académie française. Elle n'est pas islamo-gauchiste. Non, mais heureusement que l'histoire ne commence pas avec l'islamo-gauchisme, mais elle commence avec Richelieu, pour le coup, l'Académie française. Mais quand vous regardez son comportement, ça n'a pas été un comportement très courageux. L'Académie française, du début jusqu'à la fin, on pourrait même ne prendre que Vichy. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance à l'Académie française entre 39 et 41. Le maréchal Pétain s'y trouvait, et un certain nombre d'autres par la suite qui eux aussi ont collaboré, s'y sont trouvés à l'Académie française après la Libération. Donc je pense qu'il faut pas, c'est pas un modèle de vertu, l'Académie française. Ça grouille beaucoup. La littérature n'y fait pas la loi. C'est terrible parce que vous n'avez pas tout à fait tort. Mais bon, c'était vrai aussi pour le Conseil d'État. Je crois que le Conseil d'État avait validé les lois anti-juives. Mais oui, bien sûr. De Pétain en 42. Vous savez, la résistance, c'est le général de Gaulle, point à la ligne. Ceux qui résistent en 42, en 43, après le pacte germano-soviétique, enfin, quand on sait que les Américains vont entrer en guerre, tous ces gens-là, ce sont des faux résistants. Donc, l'idée que l'Académie française ait pu résister à quoi que ce soit depuis Richelieu, non, ça se saurait. Je vous propose d'écouter Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. Michel Onfray est avec nous, et ce qui est agréable avec Michel Onfray, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas la langue dans votre poche. J'ai surtout pas envie de rentrer à l'Académie française, donc on me l'a proposé quand j'avais une trentaine d'années. C'est vrai ? Oui. En me disant, si ça vous intéresse. Qui vous a proposé ça ? J'ai oublié son nom. Il a dit en plus de ça que j'étais obsédé par. C'est un ancien du FLB qui avait fait sauter. Ça vous dira quelque chose ? Il avait fait sauter du FLB ? Oui, du Front de Libération de la Bretagne. Oui, la Bretagne, il avait fait sauter des pylônes. Puis maintenant il est rangé des voitures. Et puis monsieur, j'ai oublié son nom. Enfin, peu importe, il n'existe pas beaucoup. Je pense qu'il a dû faire une biographie de Vincent Bolloré. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Je ne suis pas sûr que cette personne-là c'est Botorel. Botorel. Mais il n'est pas à l'Académie française, Botorel. Non, j'ai pas dit ça. C'est lui qui m'a demandé. Il a fait sauter Jean Botorel. Jadis, quand il avait des convictions. Oui. Il a fait des convictions. Il était jeune. Donc quand il était jeune. Mais écoutez, il n'avait pas de carrière à faire. Jean Botorel, il a fait un des meilleurs livres que j'ai lu ces dernières années. Vous avez voulu La paix, vous aurez la guerre. Je me souviens plus tout à fait du titre. C'est un livre absolument formidable sur cette période-là des années 70 et 80. Moi j'avais 35 ans, il m'avait dit si ça vous intéresse, il faut dire du bien de certains, même si vous les détestez, dire du mal d'autres, même si vous les aimez, il y a des papiers à faire. Là, ils vont pas vous proposer quoi que ce soit, non, je pense. J'ai jamais été intéressé par ça. C'est bon. Et puis après, il s'est un peu vengé en disant il n'était intéressé que par ça, quand je l'ai rencontré, etc. Non, je suis un homme libre. Bon, écoutez, il peut pas vous répondre. C'est dommage, parce que moi j'ai de l'affection pour Jean Botorel. Il a fait un livre où il me crache dessus, je peux lui répondre 20 ans après. Je suis patient, vous m'en donnez l'occasion. Il y a toujours des mal
perdu dans cette émission. Soyez patient, vous verrez toujours le cadavre de vos ennemis passer. Bon, en même temps, il fallait inviter tous les gens dont on parle pour qu'ils puissent répondre, on parlerait plus de grand monde où il y aurait beaucoup trop de gens dans le studio. Il n'est pas là pour vous répondre, c'est un homme de talent et je le connais un petit peu. Et moi aussi, je le connais un peu. Voilà, j'ai bien compris. J'ai pas les mêmes conclusions que vous. Compris. Il était question de l'Académie française. Voilà, il était exactement. Plus que de lui. Yael Braun-Pivet, est-ce qu'on peut écouter Yael Braun-Pivet? Elle n'est pas là pour nous répondre. Présidente des balles perdues. Il y a monsieur Olivier Guénec qui me rencontre. Il n'y a qu'une personne qui comprend et qui a un peu de compassion pour le moment que je vis dans cette émission. Quand vous l'humiliez pas à l'antenne, oui. C'est monsieur Olivier Guénec. Merci Olivier. Vos yeux me suffisent. Je croise votre regard et j'y vois un soutien. Continuez à vous taire. Dans le silence, c'est excellent. Yael Braun-Pivet. Vous avez vu comment on vous parle? Non, mais Olivier. Non, mais ça me va très bien. On soit deux à faire de l'humour. Bon, franchement, il ne lui manque que la parole. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'elle a dit. Nous n'aurons de cesse de réclamer la libération de tous les Français qui sont injustement détenus dans le monde. C'est une question de solidarité nationale et c'est ce qui fait que notre République est une et indivisible. Elle ne laisse jamais un de ses ressortissants à l'abandon, où qu'il soit et quelle que soit sa situation. Donc réjouissons-nous et on pourra bientôt accueillir Boualem Sansal sur le sol national. Nous espérons qu'il est en forme puisque, comme vous le savez, il est assez gravement malade. Madame Braun-Pivet, on ne peut pas dire que chacune de ces déclarations restera ou passera la postérité. Si avec elle, mais enfin cet après-midi, pardon, il faut écouter la gauche. Et il faut écouter l'extrême gauche. C'est absolument aberrant. Quand vous avez le patron du Parti Socialiste qui dit « Nous nous réjouissons, c'est formidable, c'est la diplomatie qui a bien fonctionné, sous-entendu le bras de fer qui aurait pu être... » engagé, parce qu'en réalité, il n'a pas été engagé, tout le monde le sait. Mais le bras de fer, ça ne fonctionne pas, et hop, on renvoie à Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, évidemment, qui n'a pas fait le boulot correctement, etc., etc. Non, mais Olivier Faure, c'est ça, dans son témoignage d'aujourd'hui. Michel Onfray, pourquoi disiez-vous tout à l'heure que M. Stora a le monopole du récit? Parce qu'en France, vous savez, c'est très centralisé, c'est très jacobin, donc vous avez 10 personnes qui font la cuisine, qui font la peinture, qui font la littérature, qui font l'histoire, qui font le cinéma, qui font la chanson, et puis etc. Et donc, vous avez un certain nombre d'universités où certains sujets sont susceptibles d'être traités, mais comme il faut les traiter. C'est-à-dire que, Gauthier disait tout à l'heure, à juste raison, qu'effectivement, la guerre d'Algérie ne s'est pas arrêtée pour ces gens-là, mais c'est pas arrêté pour les gens de la France insoumise non plus. C'est eux qui continuent cette guerre d'Algérie. Je rappelle que, quand même, il y a une rente pétrolière qui est extraordinaire. Les Algériens pourraient vivre vraiment de manière très heureuse dans ce pays. Il y a du gaz, il y a du pétrole, mais c'est la mafia qui contrôle tout ça et qui appauvrit son peuple et qui gouverne. Et qui gouverne non pas avec une idéologie, mais juste en disant que la France est responsable et coupable de tout. Je rappelle que si M. Tebboune a un Covid, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul hôpital qui soit susceptible de le soigner en Algérie? Ils sont libres depuis 1962. Ils peuvent construire autant d'hôpitaux qu'ils le veulent. Ils peuvent construire des aéroports, des écoles, des infrastructures. Pourquoi est-ce que l'impéritie est ainsi dite? Nous ne pouvons pas soigner le chef de l'État d'un Covid dans un hôpital en Algérie. C'est la faute à qui? À la France. C'est la faute de la France. Donc évidemment, si la France est méchante, si la France, etc., enfin c'est l'histoire racontée par Monsieur Benjamin Stora avec des thésards, avec des gens qui écrivent des livres, avec des gens qui font des livres même avec des bouquins, avec des photos, etc. Il y a un monopole d'une lecture particulière. On sait très bien, il y a une lecture de gauche, c'est la sienne, très bien, mais il pourrait y en avoir d'autres où on pourrait justement faire de l'histoire. Il faudrait qu'on s'explique longuement là-dessus. D'abord, expliquer le rôle du général de Gaulle. Raconter ce qu'on dit aujourd'hui comme bêtises sur les pieds noirs, ce qu'on raconte comme bêtises sur les harkis. Qu'est-ce qu'on dit Quelles sont les bêtises qu'on raconte? Eh bien, parce que le général de Gaulle est un souverainiste. C'est-à-dire, le jour où il dit, moi, si vous ne votez pas pour moi pour le référendum, je m'en vais, à minuit, c'est fini. Il dit, le jour où vous serez souverain, vous les Algériens, vous serez souverains, vous le serez à midi ou à minuit. Et donc, à partir de ce moment-là, il dit, moi, je m'occupe plus des affaires algériennes, puisque l'Algérie est algérienne. Donc, il y a eu un référendum
homme qui a été populaire pour le coup et qui a permis non pas au général de Gaulle de décider tout seul, mais de demander au peuple français ce qu'il souhaitait pour l'indépendance ou contre l'indépendance d'Algérie. Donc si c'était une indépendance, il n'y avait pas de raison de dire on vous demande pardon, on s'excuse, etc. Nous en parlions tout à l'heure avec Sabrina hors antenne, mais tous les massacres que le FLN a organisés sur place contre le MNA, un mouvement national algérien, qui était un mouvement indépendantiste, qui n'était pas radical, islamiste et pas soutenu par l'Union soviétique, ça a été mis sur le dos des soldats français. On a criminalisé l'armée française, alors que l'armée française ait pu utiliser la GIGN, certes, d'accord, mais il n'y a pas eu que ça. Et il y a eu aussi des massacres. Il y a eu des Oradour-sur-Glane commis par le FLN contre le MNA, c'est-à-dire des Algériens contre des Algériens, alors qu'on le dise. Après, on juge si l'on veut, mais factuellement, on pourrait expliquer. Sétif, Guelma, comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu des morts, qui a tiré. On ne sait toujours pas. Donc simplement parce que cette histoire, elle a besoin de créer une mythologie, l'histoire de gauche, disons-le comme ça, alors qu'on n'a pas besoin d'idéologie quand on fait l'histoire. Mais ça, simplement, il faut que des enseignants puissent travailler, il faut que vous puissiez avoir des habilitations à faire soutenir des thèses, il faut que vous puissiez avoir des étudiants qui, eux, pourront trouver du travail en ayant fait des thèses qui disent la vérité plutôt que le mensonge mythologique. Et vous savez très bien aujourd'hui que si vous voulez faire carrière en ayant des diplômes universitaires et que vous voulez les monnayer, vous n'avez pas besoin de dire la vérité, il faut dire l'idéologie du moment. Oui. Michel Onfray est avec nous sur Europe 1 à 16h38. Je ne connais pas l'ensemble de votre œuvre, puisque vous écrivez une dizaine de livres par an. Je ne sais pas si vous avez écrit sur l'Algérie. Oui, j'ai fait un livre sur Camus, l'ordre libertaire. Mais autrement, sur cette période-là, sur 54-62 oui, enfin, quand je parle de Camus, je parle de ce moment-là, parce que c'est aussi le sartrisme qui continue, si vous voulez. Vous avez une lecture sartrienne de la guerre d'Algérie. On peut renvoyer à ce livre. L'ordre libertaire, c'est la politique d'Albert Camus. Et qui est publié en quelle année ? Je ne sais pas. Bon, chez Flammarion. L'ordre libertaire. Mais c'est toujours Sartre, c'est le combat Sartre et Camus. Notre ami Boualem Sansal est camusien. C'est l'incarnation de Camus aujourd'hui. Et les Coquerel et autres, ils sont toujours sartriens. D'abord, Sartre, il arrive tardivement dans la guerre d'Algérie. Vous savez, pendant très longtemps, il s'en fout. Et c'est dans les années finales. C'est la même chose avec le Parti communiste. Je rappelle que quant à Sétif et Guelma, vous avez des gens qui manifestent dans la rue. Il y a des you-you, il y a des drapeaux algériens, parce qu'ils sont contents que la guerre soit gagnée. Ils ont le droit de faire ce genre de choses. Eh bien, le Parti communiste, à l'époque, dans l'Humanité, stigmatise les gens qui manifestent, les Algériens, en parlant d'hitléro-trotskistes. Janvier 2012. L'ordre libertaire. Ah oui, d'accord. Essai philosophique de Michel Onfray, paru en janvier 2012 aux éditions Flammarion, qui revient sur le parcours d'Albert Camus. Donc je renvoie dans ce livre d'avoir obtenu de mon éditeur que nous puissions faire un cahier assez hard, un cahier photo où justement on montre des cadavres pour éviter de faire de l'idéologie en disant regardez qui a fait quoi, quand, comment et de quelle manière. Oui. Sabrina Medjeber. Un dernier mot pour faire la passerelle entre ce que disait Gauthier et ce que disait Michel sur justement ce partisanisme de la gauche vis-à-vis des Algériens, le pays frère qu'ils estiment. Non, en fait, ils sont pro-FLN parce que justement pour faire le rapprochement avec Albert Camus, quand il a écrit Misère de la Kabylie, il n'a pas été soutenu par Jean-Paul Sartre, ni par Simone de Beauvoir, ni par toute l'intelligentsia de l'époque. Et les Kabyles aujourd'hui, qui sont classés notamment par la métabolisation du MAC, donc organisation terroriste par le gouvernement algérien, ne sont absolument pas soutenus par la gauche parlementaire française d'aujourd'hui.